Et en fait, comment tu sais que les gens Ça y sont est. connectés? Ça y est, nous sommes en live, Charles-Édouard, effectivement. 47. Bon, c'est Donc, dis parti. pas de conneries, Charles-Édouard, s'il te plaît. Voilà, Tout le monde t'entend. Bonjour à D'accord. tous, bienvenue à ce webinaire. Il est 10h00. On va laisser encore quelques dizaines de secondes, voire un petit peu plus pour les uns les autres, pour que tout le monde ait le temps d'arriver tranquillement. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a les premiers messages qui arrivent. Ah oui, on voit les messages. Thomas est là. C'est magnifique. Ce que je vous propose, alors moi, pour des raisons, deux, trois petites informations techniques pour ceux qui nous écoutent, je serai amené peut-être moi à titre perso à couper ma caméra à un moment donné parce que j'ai malheureusement une connexion Internet chez moi qui est un peu fluctuante. Et donc, pour soulager mon réseau, je serai amené peut-être à la couper. Pour ce qui est des questions, pour les participants, vous voyez sur la droite, vous avez un bloc blanc avec un chat, dont tout le monde d'ailleurs a pris la main. Je vois avec des hello, des bonjours. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour de la Réunion même. Il y a certains qui nous écoutent à l'autre bout de la Terre. Et en fait, vous avez un autre onglet qui est l'onglet questions. Et je vous invite tout au long du webinaire à poser vos questions directement dans cet onglet. Et en fonction du temps qui nous restera avec nos invités, eh bien, on prendra les questions les plus plébiscitées parce qu'il me semble en plus que dans cet onglet questions, les uns les autres, vous pouvez voter pour les questions des uns et des autres. Et donc, ça nous permettra de voir les questions les plus, peut-être les plus demandées. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à comment maintenir une équipe engagée malgré la distance, organisé par Réseau Entreprendre Paris. Alors, moi, je suis donc Ludovic Giraudon, chargé d'affaires chez Réseau Entreprendre Paris, et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Vous le voyez sur votre écran, je ne suis pas seul. Je suis entouré de 3 invités qui vont se présenter dans un instant. Mais juste avant cela, je voulais revenir quand même en 2 mots sur qui on est, Réseau Entreprendre, parce que ce webinaire est ouvert à tous les entrepreneurs de tous horizons. Et donc, il y en a peut-être certains qui ne nous connaissent pas très bien. Et donc, Réseau Entreprendre, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement des entrepreneurs. On en a d'ailleurs, vous avez en face de vous, les 3 invités sont d'ailleurs tous 3 membres de Réseau Entreprendre Paris et accompagnateurs de différentes sociétés lauréates et entrepreneurs que l'on accompagne. Et en fait, ce qui est intéressant chez Réseau Entreprendre, je trouve, c'est de rappeler en fait la genèse de Réseau Entreprendre, parce qu'on a été fondé, Réseau Entreprendre, pour faire face à une crise. Alors, c'était évidemment à l'époque pas la crise du Covid-19, mais c'était la crise de la filière textile dans les années 80, dans le nord de la France, où il a fallu faire face à une vague massive de licenciements. Et il y a des patrons du Nord, des chefs d'entreprise, qui ont décidé de s'engager et de se mobiliser pour soutenir l'emploi de leur région en soutenant les entrepreneurs. Et en fait, notre mission première encore aujourd'hui reste l'accompagnement et le soutien de l'emploi au travers du soutien des entrepreneurs. Et d'ailleurs, je trouve que ce clin d'œil historique, il est assez intéressant parce qu'il permet de se rappeler finalement que quelle que soit la violence des crises, il y a toujours de très belles histoires qui en naissent. Et Réseau Entreprendre, d'ailleurs, en est un bel exemple. Et 2 chiffres juste pour illustrer un peu notre action. Réseau Entreprendre aujourd'hui, c'est plus de 14 000 chefs d'entreprise engagés à travers le monde et c'est plus de 120 implantations dont ce matin donc nous représentons l'association parisienne. Voilà pour ce petit préambule. Donc on est ensemble jusqu'à 11h ce matin pour parler management à distance. Et je vous le disais, j'ai la chance d'être entouré de trois invités que j'invite à se présenter maintenant. Peut-être Eugénie, on va commencer avec toi. Qui es-tu? Bonjour Eugénie, bonjour à tous. Donc Eugénie Hirtz, cofondatrice de la société Parti Pris, qui est spécialisée dans l'accompagnement des managers, dans la détection du potentiel managérial et dans la formation et l'accompagnement également des DRH et des RH. Merci beaucoup Eugénie. Jean-Marc, je te laisse enchaîner. Jean-Marc Clayet, cofondateur avec Eugénie de Parti Pris, il y a 13 ans, autour des problématiques manager, RH et développement des compétences managériales. Merci beaucoup Jean-Marc. Et enfin, Charles-Édouard. Moi, j'avais prévu une présentation beaucoup plus longue que Jean-Marc et Eugénie, dans la faire je fasse plus court. Donc moi je suis cofondateur de Home Exchange. Donc on est le leader mondial de l'échange de maisons. Voilà, et on organise c'est à peu près 3 millions de nuitées, en tout cas sur les 12 derniers mois avant la crise. Voilà, parce que depuis la crise, c'est un peu moins
c'est un peu moins marquant le nombre de nuitées qu'on fait. Et on fait ça dans plus de 140 pays à peu près, et on a un peu plus de 500 000 maisons dans le monde. Voilà. Juste une petite chose, tu m'avais demandé de parler de notre positionnement sur le remote, juste pour donner, parce que c'est une évidence pour parti pris leur rôle ici. Nous, en fait, on est une société qui est pas 100% remote, mais on a à peu près 30% de notre effectif qui est en remote, voilà. Et on a donc il y en a qui sont en Croatie, à Hong Kong, en Roumanie, aux États-Unis, voilà. Et on a 90% des gens qui font au moins une journée à 2 journées de remote. Et enfin, on a organisé l'entreprise pour que les gens puissent prendre 1 à 2 semaines par an où ils le veulent, donc souvent pour aller voir leur famille. Voilà, donc on a une grande habitude du remote. Et le dernier point, c'est qu'on a été lauréat du réseau Entreprendre il y a quelques années, voilà, et que maintenant on accompagne. Exactement. Et c'est vrai que là, j'ai en face de moi 3 membres du réseau, ce que je vous disais, et en plus qui anciens lauréats pour partie, et en tout cas tous les 3 accompagnateurs de lauréats en cours d'accompagnement chez Réseau Entreprendre Paris. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer côté participants au niveau du chat que à la fois vous avez le son et l'image, juste pour qu'on s'assure que… Ok, super, merci beaucoup. Génial. Salut Thomas. Il y a effectivement quelques… Salut Hortense. Qu'on reconnaît. Salut des gens. Alors, je vous propose maintenant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, mais pour commencer, on se disait en préparant ce webinaire que voilà, vendredi matin, donc fin de semaine, une semaine en plus un peu, sans doute un peu lourde pour tout le monde. C'est vrai que cette situation de confinement, elle est pas toujours évidente à gérer. Donc, on se disait qu'on allait commencer de manière un peu douce avec un quiz pour vous, Jean-Marc et Eugénie, où l'idée c'est qu'on vous soumette, que je vous soumette quelques affirmations autour du management en distance, des choses qu'on entend parfois à droite, à gauche, et je vais vous les soumettre. Et pour chacune d'entre elles, je vais vous demander tout simplement si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, première phrase que moi j'entends assez souvent, que j'ai entendu notamment ces derniers temps, c'est que manager à distance, c'est finalement différent de manager tout court. Bah, c'est faux. Parce que manager à distance, ça requiert quand même une organisation particulière. Charles-Édouard ne nous démentira pas. Il y a des méthodes, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Il y a quelques règles à bien observer pour pouvoir bien optimiser le management à distance. Mais je dirais aussi que c'est… Vrai. Et en fait, toi, c'était vrai et moi, c'est faux. Le management à distance et le management tout court, c'est évidemment, on ne peut pas imaginer que ce soit si différent que ça, au fond. Que votre collaborateur soit dans le bureau d'à côté ou qu'il soit à l'autre bout du monde sur un site ou tout simplement en confinement comme c'est le cas actuellement, autant vous dire que ses besoins sont les mêmes. Son besoin de feedback, son besoin de reconnaissance, son besoin de votre écoute, son besoin de responsabilisation et d'envie de progresser, autant vous dire que votre rôle sera exactement le même. Petite anecdote quand même juste pour vous mettre, pour vous amuser, c'est que j'ai posé la question récemment à une jeune manager qui est actuellement évidemment en télétravail, vous l'imaginez, et je lui dis, est-ce que tu attends des choses spécifiques de ton manager en ce moment? Tu attends quoi de lui? Et elle me répond 2 choses. Elle me dit de la disponibilité et des moyens pour délivrer. Bon, et je lui dis, mais il y a 2 mois, je t'aurais posé la même question. Qu'est-ce que tu attends de ton manager? Elle a réfléchi 4 secondes et elle m'a dit de la disponibilité et des moyens pour délivrer. Ça se passe de commentaires. Donc, c'est la même chose. Top. Merci beaucoup. Alors, deuxième phrase aussi qu'on peut pas mal entendre ces temps-ci, c'est que quand on manage à distance, il faut être absolument irréprochable. Qu'est-ce que vous en pensez l'un ou l'autre? C'est juste impossible. Donc, il faut arrêter avec le syndrome de la perfection. Et il existe chez tous les managers sous une forme plus ou moins avérée, mais je pense qu'il est exacerbé par une situation comme la situation actuelle. Donc, il faut vraiment se départir de cette histoire de perfection. C'est une chimère. C'est quelque chose qui nous fera davantage de mal plutôt que progresser. Et puis, je pense aussi qu'il faut prendre la mesure. Je crois qu'on prend tous la mesure d'une crise comme celle qu'on traverse. On la prend en temps réel. Et je pense qu'il y a une espèce de conscience ou de Jiminy Cricket, enfin vous appelez ça comme vous voudrez, qui nous serine d'être extraordinaire dans ces moments-là, comme si le jour était arrivé. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que
Bah oui, c'est vrai, dans des grandes crises, il y a des managers géniaux qui se sont révélés. Enfin, ça ne veut pas forcément dire que parce que là, il y a une grande crise, je dois devenir un manager génial. On voit les bons managers dans ces moments-là, c'est clair. C'est aussi pour ça que vous êtes là connectés ce matin. C'est parce que vous avez envie de voir, d'augmenter au maximum vos connaissances sur ces sujets pour voir comment est-ce que vous pourriez être au maximum de ce que vous pourriez faire bien. Mais il ne faut pas confondre l'excellence, et ça, il faut tout ce qu'on essaye de la viser en ce moment, et la perfection, qui est un truc qui va nous détruire. Top. Bah, je pense que ça fait pas mal de bien aux entrepreneurs et aux fondateurs qui nous écoutent ce matin. Troisième aussi info qu'on entend beaucoup, c'est que sans se voir, il est impossible de créer un esprit d'équipe et de motiver. Faux. on peut bien sûr créer le lien et en collectif et évidemment en individuel. Le management, on peut même presque le résumer en rappelant quelque chose d'évident. Le management, c'est de la relation. Qui dit relation dit lien. Alors c'est amusant parce que quand on parle de management à distance, de manière assez mécanique, s'il y a de la distance, qu'est-ce qu'on fait? On resserre à mort le lien. Et donc quotidiennement, et c'est ce que vous faites d'ores et déjà, j'en suis certaine, vous avez un lien particulier avec vos collaborateurs. Comme vous savez aussi que ils sont parfois un peu déstabilisés pour certains dans cette situation, avec un état d'esprit quand même qui bouge. Je sais que vous renforcez ce lien en ce moment. J'ai un manager récemment qui me disait ce que je vais tirer de cette expérience, je le sais déjà, c'est un nouveau lien que j'ai su tisser avec mon équipe. Je fais des choses que je faisais pas. C'est-à-dire déjà, je fabrique des réunions uniquement sur comment vous allez. Il me dit, je me surprends à ouvrir toutes mes réunions aujourd'hui sur comment ça va, comment est la santé de votre famille et de vos proches. Il me dit, dans la vraie vie, évidemment, je ne faisais jamais ça avant, mais je vais peut-être garder un bout de cela après. Mais ce qui est certain, c'est que ça resserre le lien dans des proportions hallucinantes. Il me dit également, je suis dans un management humain. J'ai envie de dire, dis donc, merde, il était temps. Peut-être que ça aurait été bien que ce soit avant, mais en tout cas, ça renforce ça, c'est absolument évident. Et sur la réponse concrètement autour de l'esprit d'équipe et de la construction de l'équipe et du lien de l'équipe, tous les collaborateurs à distance disent, s'il y a un truc qui me manque le plus, ce qui pourrait me manquer le plus, c'est le lien avec les autres. Donc, assez automatiquement et assez logiquement, il faut qu'on s'emploie effectivement à mettre en place le lien entre les personnes. Donc, pas seulement privilégier le one-to-one, mais bien entendu privilégier le collectif. Et une dernière petite chose, il y a quelque chose dont vous avez tous fait l'expérience. Je ne parle pas seulement de la visio, je parle surtout du lien téléphonique. Le téléphone a quelque chose d'extraordinaire. On se dit des choses au téléphone parce qu'on ne se voit pas, qu'on ne se dirait jamais dans la vraie vie en face à face. On tisse des liens et une forme de relation qui est unique au téléphone. Top, merci beaucoup Eugénie. De toute façon, on va revenir sur un certain nombre des points que tu évoquais dans un instant au travers d'autres questions. Quatrième aussi phrase qu'on peut entendre à droite à gauche, c'est que si on est à distance, finalement les collaborateurs font ce qu'ils veulent et donc c'est impossible de les motiver. Alors ça dépend ce qu'on appelle l'autonomie, et c'est tout l'enjeu d'une réunion comme celle de ce matin, c'est finalement de définir un peu mieux ce qu'on appelle aussi la motivation, l'engagement. Nous, on est convaincus que le vrai engagement, il s'obtient par justement la responsabilisation, c'est-à-dire par l'autonomisation. Et on est probablement face à une opportunité unique de montrer qu'en tant que manager, on est capable d'oser cette autonomisation. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a un manager qui me disait il y a quelques jours au téléphone, je reconnais que je souffre de ne pas pouvoir continuer à manager au délai. Il manage des développeurs, hein, pour info. Et tu dois me faire ça pour midi, tu dois me faire ça pour demain. On est dans le domaine de l'édition des jeux vidéo. Il a reconnu que ce qu'on vit actuellement, à sa plus grande surprise, l'ayant obligé à lâcher prise, en quelque sorte, hein, et à autonomiser, lui faisait découvrir non seulement une facette de lui-même qu'il ignorait, mais une potentialité de ses collaborateurs qu'il ne soupçonnait pas. Parce qu'évidemment, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs prennent ça très au sérieux, ont envie de montrer tout l'engagement et toute l'autonomie dont ils peuvent faire preuve, et ça décuple
leur créativité, leur force de proposition, leur implication dans les réunions par Zoom, etc., etc. Et il me disait ça en me disant tiens, j'ai découvert un truc, il faut absolument que je partage avec toi. C'est marrant. Donc voilà, bon, les crises sont des opportunités, hein, c'est pas tout le monde le sait, c'est un peu un lieu commun de dire ça. Mais là, dans un exemple comme celui-là, on le touche clairement du doigt. Complètement. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et cinquième et dernière affirmation aussi que moi j'ai pas mal lu ou entendu ces derniers temps en discutant avec pas mal d'entrepreneurs, c'est que à distance, les collaborateurs perdent le sens global puisqu'ils ne voient plus finalement ce que les fondateurs font au quotidien et au final, ça les démotive. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ça, c'est aussi une question intéressante. Alors, pour nous, c'est faux, hein, parce que les managers, ils sont plus que jamais visibles hein, dans une période comme la période actuelle. Donc oui, ils sont plus visibles dans leurs tâches opérationnelles au quotidien, mais j'allais dire tant mieux, parce que c'est peut-être aussi à travers ça qu'on va faire l'exercice de prendre réellement conscience de leur rôle. Le CIO, finalement, de petites entreprises comme les nôtres, ben, il est en permanence, passez-moi cette expression, au four et au moulin. Et ben là, il a peut-être un peu plus l'occasion d'être au moulin. Et du coup, ben, ça va pas échapper à ses collaborateurs qui, je le rappelle quand même, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous regardent en ce moment avec une acuité exacerbée et un niveau d'exigence probablement accru. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent, moi j'aime bien utiliser, c'est la métaphore du téléphérique. Hein, vous vous imaginez au sport d'hiver, on est tous dans une cabine de téléphérique, hein, mettons 60 personnes, et puis au milieu de son trajet, la cabine s'arrête. Comme ça arrive parfois, hein, parce qu'il y a de la maintenance, il faut attendre que la cabine d'en haut croise la cabine d'en bas, enfin bref. Et vous observez dans ces moments-là, quand on est suspendu quand même hein, au-dessus du vide, hein, 8 ou 900 mètres, et qu'on ait une petite bande ramassée hein, dans un espace de 10 à 15 mètres carrés, ben, il y a des conversations qui s'arrêtent. Et puis il y a des conversations qui continuent. Et beaucoup de gens regardent les gens qui ont des conversations qui continuent. Ça les rassure. Et puis au bout d'un moment, de plus en plus de gens s'arrêtent de parler. Et puis finalement, ben, ceux qu'on regarde, c'est ceux qui ont un vêtement avec les sigles de l'école française du ski. Parce qu'on se dit qu'eux, ils ont l'habitude. Et qu'ils restent calmes, et ben ça calme tout le monde. Mais en situation difficile, les regards vont vers le leader, vont vers le manager. Donc, on ne doute pas, nous, qu'on va voir ce que vous faites. Par contre, voilà, soyez bien visibles. Ça, on va le voir tout à l'heure plus loin, je pense, à travers les questions que va nous poser Ludovic. Mais voilà, il y a un enjeu qu'il ne faut pas louper, c'est l'enjeu de visibilité. Mais par contre, on ne va pas croire que vous travaillez pas en ce moment, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup Jean-Marc. Je pense qu'effectivement, ces différentes affirmations ont permis un peu de poser le cadre. Et donc, c'était une sorte de mise en bouche. Et j'imagine, toi, Charles-Édouard, que tout cela doit évidemment forcément te parler. Et est-ce que tu peux me dire, toi, chez Home Exchange, quel est ton retour d'expérience sur le management à distance? Comment est-ce que vous faites finalement pour réussir à garder le lien en situation de télétravail, on va dire, classique? Question complémentaire, c'est quel est l'impact de cette incroyable crise et de ce contexte exceptionnel qui vient nécessairement un peu chambouler vos habitudes de télétravail un peu traditionnelles? Sachant que tu as ton micro coupé, il faut juste que tu le réactives avant de pouvoir nous… J'avais oublié mon chargeur, j'ai demandé à quelqu'un de me l'amener, je voulais pas que ça s'entende trop, voilà, donc désolé. Désolé. Ouais, c'est quoi? C'est une qui est, alors, juste pour rappeler un tout petit peu de contexte, nous, la société s'est construite aussi avec des rachats, et donc on a nos remotes, nos expériences de remote sont construites sur la base de gens qui l'étaient déjà, qu'on a inclus dans l'entreprise, et des gens qui le sont devenus pour des raisons un petit peu personnelles, c'est-à-dire ça peut être des choix de vie. Donc c'est pour ça qu'on a une personne qui est à Hong Kong, c'est pour ça qu'on a une personne qui est à Nantes, c'est pour ça qu'on a une personne qui est aux États-Unis. Voilà, et qu'on a évidemment gardé, puisque les compétences sont dures à trouver, et quand on en a eu, on n'a pas envie de la laisser partir. Et juste précision ouais. Pour tous, hein, parce que je vois qu'il y avait des questions à ce sujet. Le travail en remote, c'est une sorte de télétravail. Donc, ce sont des personnes qui travaillent en dehors des locaux, qui sont potentiellement à l'autre bout du monde, comme ce que vient de nous expliquer Charles-Édouard. Donc, ce sont une sorte de télétravail à 100%. Voilà. Mais alors c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser les mots pour les deux cas, mais il semblerait qu'il y ait une vraie différence. C'est les côtés start-up et mots anglais qu'on utilise tout le temps, mais qui ça pourrait se dire télétravail.
nous, on s'est construit un petit peu comme ça, ce qui fait que je rejoins un petit peu les deux personnes, c'est que nous, on n'est pas du tout une boîte donc 100% télétravail. On s'est construit sur la base du lien. En fait, nous, on fait de l'échange de maisons, donc on est dans le partage, dans le contact, donc évidemment, et pour moi particulièrement, je trouve que je suis pas capable de créer du lien, mais c'est juste personnel si j'ai pas des rencontres avec les personnes. Voilà. Et donc, ça a plein d'impact dans le quotidien de Home Exchange et ça nous a permis de construire quelque chose qui a évolué dans le temps. Voilà. Et le départ de certaines personnes qu'on a intégrées avec des personnes qui rentrent qui viennent nous voir une fois tous les 3 semaines et avec d'autres qui viennent régulièrement. Donc, tout ça a créé plein de différences qui fait qu'on tout le monde, on se rend compte que la différence a créé des habitudes différentes selon les endroits et les équipes. Voilà. Ceci étant dit, en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 3 points qui permettent de créer ce lien et la motivation. C'est d'abord les valeurs. Alors, on peut mettre valeur, vision, et donc c'est la compréhension de tout ça qui montre qu'au quotidien, les gens n'ont pas de doute sur ce que c'est que le projet. Donc, on fait de l'échange de maisons, on a envie que les gens partagent, on a envie que les gens puissent visiter le monde entier ou même près de chez eux s'ils en ont envie. Et dans quel contexte? Eh bien, dans un contexte où on n'est pas dans de la consommation, on est dans vraiment une notion de partage. Voilà. Et ça, cette valeur-là, elle est très importante pour créer la cohésion. C'est un premier point, c'est que si vous n'avez pas créé ça, quelle que soit la façon dont vous le créez, et je pense qu'on peut le créer en étant une entreprise totalement en remote. Si vous l'avez pas créé, c'est difficile. Le deuxième, c'est l'entreprise en elle-même. Donc, c'est tous les rituels que vous avez mis et c'est le contact qu'ont les gens avec et j'en parlerai après. Le troisième, c'est votre équipe. Voilà. Et c'est le contact que les gens ont à travers toutes les autres équipes. Voilà. Et donc ça, il faut le créer. Il faut créer ces contacts. Il faut l'organiser pour que les gens gardent ce lien. Voilà. Et le troisième, c'est votre équipe. En fait, on est tous conscients que vous ne créez pas des liens avec tout le monde. Vous créez des liens avec un certain nombre de personnes dans l'entreprise. Et ça, qu'on soit en remote ou qu'on soit en management normal, il existe et il se crée. On va manger ensemble. En remote, on va organiser des choses différentes. Voilà. Ce que ça a généré chez nous, c'est que on a, je dirais, pris dans le temps un certain nombre de mesures. Donc, on a une des choses qui est très importante, et vous en parliez, c'est la communication. Donc, une des premières actions qui est un petit peu plus exacerbée en management à distance, c'est la communication. C'est-à-dire, donc nous, on a un webinaire par mois. Et aujourd'hui, il y a une dame là qui disait dans les questions et en temps de crise. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un par semaine, voilà, où nous on communique, mais habituellement dans un temps normal, on communique un peu moins. C'est toutes les équipes qui mettent en valeur, et d'autant plus si vous êtes loin, vous avez envie de mettre en valeur votre travail, et nous on leur demande de le faire. Et cette mise en valeur du travail, que vous soyez tout près ou loin, vous avez envie de le faire, mais quand vous êtes loin, vous avez encore plus envie de le faire, voilà. Alors là, ça va être difficile en ce moment, mais c'est dans des regroupements. En fait, nous, budgétairement, que ça soit le groupe pour créer les valeurs dont on parlait et ces regroupements d'entreprises. Donc, on essaye de se regrouper au moins tous ensemble une fois par an, mais on a aussi du budget pour que chaque équipe puisse se retrouver, voilà, et créer ce lien, voilà. Et ça joue aussi sur l'onboarding, puisque quand vous arrivez dans l'entreprise, on essaye de créer le lien en poussant les gens à être présents un peu plus et à se voir. Donc au début, même si les gens vont être à la fin en full remote, en général, on essaye de les faire venir pendant 1 mois ou 2, alors que ce soit à Paris ou parce qu'on a 3 bureaux, dans les endroits où ils vont être souvent avec les personnes avec qui ils vont être en contact. Mais ça permet de créer du lien, parce que peut-être que c'est une croyance que j'ai, c'est que comme moi, je ne sais pas le faire autrement que de rencontrer les gens. J'ai tendance à pousser ça en disant que ça va les aider. Voilà. Et une troisième chose qui est très importante, alors je ne sais pas si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont des nationalités différentes, des bureaux différents, mais il faut aussi accepter que les cohésions de groupe, quand nous on a un bureau aux États-Unis, on a un bureau en Croatie, on a un bureau en France, se crée aussi par petits ensembles. Ça n'empêche pas d'avoir des valeurs et un ensemble d'entreprises. Et nous, on crée aussi des sortes de petits regroupements donc les gens s'organisent. Donc aux États-Unis, il y a une organisation qui est faite pour que les gens se parlent, pour que les gens organisent, et elle est très différente de celle qui est faite en France. Et c'est pareil en Croatie. Et on s'adapte. Il faut accepter qu'il y ait cette adaptation et ces différences dans la façon de créer le lien. Et alors, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, mais tu parlais de rituels tu parlais de grandes réunions une fois par mois, et que maintenant que c'était peut-être plutôt une fois par semaine, ou en tout cas, c'est quoi l'impact là de la crise que l'on traverse dans vos pratiques du télétravail?
Aujourd'hui, comme la dame le disait, là, on est vraiment dans une logique de crise. Et c'est là où ce que disait Parti pris a vraiment beaucoup d'importance, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de peur, on le voit avec un peu les gouvernements, c'est qu'il y a beaucoup de peur, et quand il y a des peurs, il peut y avoir un petit peu, alors jusqu'à la démotivation, mais d'abord un petit peu à pas être en accord avec ce qui est fait. Et donc on en parlera peut-être après, mais il y a une nécessité qu'ils comprennent, et je pense que c'est très très important dans l'histoire, c'est que il y a une nécessité de communication plus importante de tout le monde, mais en particulier des gens qui, dans l'esprit des personnes, vont être amenés à décider de choix qui sont très importants, que ça soit de choix de mettre des gens au chômage partiel, que ça soit de gens de licencier, de mettre fin à des périodes d'essai. C'est des choix économiques, et s'ils ne sont pas expliqués, on en parlera tout à l'heure sur la transparence, mais donc nous aujourd'hui on a une accentuation de cette période-là. C'est que dans nos webinars mensuels, c'est surtout les équipes qui parlent, et aujourd'hui dans les webinars hebdo, on a une grosse partie où nous on va expliquer ce qu'on est en train de faire, les scénarios qu'on étudie, qui sont assez différents. Mon associé est aux États-Unis, et on voit que par exemple aux États-Unis, quand je lui dis on pourra peut-être reprendre un peu en juin, lui il imagine même pas reprendre avant début juillet. Et donc on voit que ces scénarios-là, on les transmet aux personnes, et il y a beaucoup besoin de cette communication. Et c'est vrai à on a un autre niveau de coordination, on appelle ça les coordinateurs, donc ce sont des managers, on va dire. Et les coordinateurs, pareil, font beaucoup de communication dans ce sens-là, beaucoup plus fréquemment que ce qu'on avait avant. Top. Merci beaucoup. On reviendra effectivement tout à l'heure sur cette notion de transparence qui est évidemment clé en ce moment. Jean-Marc et Eugénie, je me tourne vers vous, même si vous êtes dans la diagonale de mon écran. Finalement, quand on préparait ce webinaire, vous m'avez parlé le premier conseil que vous donnez aux managers dans cette période si particulière, c'est en fait que son rôle doit prévaloir sur sa compétence managériale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette notion, nous en dire un peu plus? Oui, et d'autant plus dans cette période de crise où tout est exacerbé, hein, c'est ce que nous disait quand même très, très concrètement Charles-Édouard. On a une tendance naturelle dans ces situations-là, parce qu'on se sait exposé, parce que la situation est tellement exceptionnelle, d'avoir envie d'être le meilleur possible. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de se précipiter et de se faire livrer le bon petit manuel du merveilleux manager et d'aller se goinfrer de techniques, de méthodes, de clés, de choses absolument fantastiques pour essayer et de tenter d'améliorer sa compétence managériale. Ça, c'est la tentation assez classique. Nous, ce qu'on pense, c'est que la compétence, elle est évidemment indispensable à acquérir, mais c'est pas la première chose qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà d'être dans la parfaite compréhension de son rôle. Charles-Édouard l'a très bien dit, on est dans une situation aujourd'hui où il va falloir jouer son rôle à plein. Et son rôle, pour le rappeler quand même assez synthétiquement, hein, c'est bien sûr d'être au service de ses collaborateurs, c'est aussi être au service de son entreprise, de son organisation, donc du projet que l'on porte, et d'être au service de ses clients. Si j'ai parfaitement compris mon rôle, si je l'ai parfaitement intégré, si j'ai compris ce qu'on attendait de moi ce qu'on attend de moi au quotidien, vous verrez assez simplement et assez naturellement, vos comportements vont aller de pair, parce que vous aurez envie de jouer votre rôle à plein. Et qui dit rôle dit ce qui va avec votre personnalité. Vous êtes une personne entière. Si vous êtes dans le management, c'est pas tout à fait par hasard. Je ne crois pas beaucoup au hasard. Donc faites valoir votre personnalité. C'est l'authenticité qui va primer en ce moment. Hein. Ne soyez pas dans une espèce de caricature du manager. Ne soyez pas dans la représentation du management. Les petits manuels, ils sont super, mais ils vous donneraient la possibilité d'être dans ce piège, d'être une sorte de marionnette du manager. Or, on a besoin d'authenticité, on a besoin de personnalisation, on a besoin que vous incarniez le management plutôt que d'être en représentation du management. Je vous dis tout de suite, cette forme d'imposture dans laquelle on serait tenté d'être, elle n'échappera pas à personne. Ça se verra comme le nez au milieu de la figure, ça risque de nuire à votre crédibilité. N'oublions pas une chose importante, il y a un après, forcément. Donc, tout ce que vous allez faire aujourd'hui doit être congruent, doit être aligné avec qui vous êtes et ce que vous ferez par la suite. Il n'est pas question qu'il y ait un management là spécifique qui n'aurait rien à voir avec le management de demain. Vous êtes la même personne et croyez-moi, les besoins qu'ils ont sont les mêmes, même s'ils sont exacerbés.
vous ne pouvez pas être deux personnes en une, c'est pas possible. Je vous invite à ne pas rentrer dans la schizophrénie, c'est une maladie très compliquée à gérer. Merci beaucoup Eugénie pour ce rappel, je pense qu'il était important. Et est-ce que vous pouvez nous dire, côté parti pris toujours, les principaux pièges dans lesquels tombent finalement la majorité des managers dans une situation à distance? Alors, on a une formule qui complète un peu ce que Eugénie vient de dire. On dit, vous ne serez pas vu utile parce que vous serez vu bon, vous serez bon parce que vous serez utile. Autrement dit, c'est l'utilité, la visibilité, le rôle, c'est ce qui prévaut à toute action managériale et c'est ce qui aussi va redonner du sens au rôle du manager. Moi, on parlait tout à l'heure de la crise en tant que qu'est-ce que je peux en tirer, comment est-ce que je peux l'exploiter à mon compte. Peut-être déjà tout simplement en se remettant au centre de l'échiquier. Alors, pourquoi j'utilise cette image, le centre de l'échiquier? Parce qu'il y a une idée qui nous est chère chez Parti Pris, on appelle ça le positionnement managérial, hein, c'est assez commun, hein. C'est que pour être visible, il ne faut pas être totalement donné à un des aspects de son rôle. Or, un CIO, sur des structures comme les nôtres, il a au moins 3 grandes sphères d'attraction. C'est son rôle de gestionnaire, son rôle de manager, je dirais, d'équipe au quotidien, et son rôle de super délivreur, parce que malgré tout, au bout de la chaîne, il y a un client. Et souvent, observez-vous, je vous invite à faire ce travail d'auto-diagnostic, en quelque sorte, hein, personnel. Vous allez vous trouver, en fonction des périodes que traverse l'entreprise, soit plus dans la partie administration de l'entreprise, gestionnaire, soit plus dans la partie manager d'équipe, allez les gars, on y va tous sur le terrain, ou alors parfois même dans l'expertise, hein, c'est-à-dire dans la conception, voire même dans la production du livrable. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais on fait tout ça tout le temps, toute la journée, c'est un circuit fermé. Oui, mais quand on stagne trop longtemps sur certains de ces 3 pôles, on perd en fait aux yeux des observateurs du management la visibilité. Vous avez vu à quel point la période vous permet de mieux observer vos collaborateurs, avec notamment ces Zooms, ces réunions là qu'on fait. Même là, on se voit à K4, hein, parce que vous êtes 70 là. Moi, je vous vois pas, mais je vous entends. Et rien que nous 4 là, on était ensemble depuis 45, un quart d'heure avant, on se voyait, on se scrutait. Vos collaborateurs, vous les voyez aussi, vous les voyez avec même leur environnement familier derrière eux. Eh bien, figurez-vous, je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit, moi je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils vous voient aussi. Et de façon augmentée. Évidemment, à la faveur de tous ces outils et de toutes ces obligations qu'on a de se parler de cette façon-là, vous êtes davantage vu. Donc, si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est-à-dire au centre de ces 3 grandes familles d'intérêts que j'ai décrites tout à l'heure, et qui sont un minimum, hein, il ne peut rien avoir plus, hein, ça se voit tout de suite. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mon rôle de gestionnaire, j'en fais état, mais je montre que je ne fais pas que ça. Oui, mon rôle de manager d'équipe, j'en fais état, mais je montre aussi que je suis soucieux des délais. Oui, j'ai envie de revenir à la production pour être sûr que je contrôle en ce moment plus que jamais ce qu'on fait, mais ce n'est pas seulement mon rôle. Je termine juste pour vous dire les 3 risques si vous allez trop dans un sommet plutôt que les 2 autres. Les 3 risques, c'est que vous vous éloignez vraiment, que vous passiez pour hors sol si jamais vous vous cantonnez dans la sphère gestionnaire. Je le dis parce qu'en ce moment, vous êtes sur votre réseau. Je sais que tous les jours, vous allez sur la banque pour voir s'il y a encore des virements qui arrivent, pour voir si l'argent qu'on vous avait promis avant le confinement a bien été envoyé. Et vous vous dites, est-ce que je dois partager ça? Est-ce que j'attends de l'argent, je l'ai pas? Est-ce que je dois le dire aux équipes? Est-ce que mon rôle, c'est de rassurer? Ou est-ce que, au contraire, mon rôle, c'est de responsabiliser en leur disant que c'est grave? Souvenez-vous de ce que vous a dit Eugénie. Faites exactement ce que vous feriez dans la vraie vie. Dans la vraie vie, confinement ou pas, il pourrait y avoir une situation, un petit coup de tabac, où on a une tension de trésorerie. Je pense que vous le diriez. Vous essaieriez
de le partager avec sérénité, mais vous le partageriez parce que vous vous diriez que si les collaborateurs ne savent pas, ils ne peuvent pas non plus comprendre le fluide là dans lequel est l'organisation. Donc, s'il vous plaît, essayez de rester central au maximum parce que vous êtes sujet à des bonds entre ces trois modèles. Je parlais tout à l'heure de la relation à l'équipe. Pareil, dans cette relation-là, en ce moment, vous avez envie de protéger les collaborateurs. Vous allez leur montrer que vous êtes là. Oui, c'est bien, mais que ça n'aille pas trop loin. Vous voyez, c'est préserver un certain positionnement. De l'équilibre. De l'équilibre, voilà, c'est ça. Et pareil pour la production. Ne vous jetez pas dans le délivrable. Continuez de faire confiance. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent de bien poser vos questions dans l'onglet questions et de ne pas hésiter à voter pour les questions des uns des autres. Ça nous permettra en fin de session de se réserver quelques minutes pour répondre aux 1, 2, 3 questions les plus plébiscitées. Charles-Édouard, toi, chez Home Exchange, est-ce que tu peux un peu nous dire comment est-ce que vous réussissez à mobiliser et à motiver vos collaborateurs autour des projets qui sont en cours et d'éviter aussi d'être potentiellement dans l'ultra-contrôle? Alors, en fait, que nous, depuis le départ, on est plutôt, alors, on va dire, dans une culture, comme je disais tout à l'heure, de confiance, on dirait libre et peut-être de liberté totale. Ça ne veut pas du tout, pour moi, dire laxiste ou quoi que ce soit. Ça veut dire d'avoir responsabilisé les gens. On a beaucoup travaillé sur le fait de rationaliser les décisions qu'on prenait, sur le fait de bien les communiquer, sur le fait tout ce travail-là a été fait en amont. Quand on réfléchit, en fait, si on veut contrôler les gens, quand on a racheté une entreprise, il y avait une partie des personnes, on leur demandait de cliquer sur un petit icône pour bien expliquer qu'ils étaient en train de commencer à travailler. Et quand ils arrêtaient, ils devaient fermer. Donc, ils devaient pointer, quoi. Donc, on a évidemment supprimé ça parce que ce qui se passait, comme l'homme est intelligent, quoi, l'homme et la femme, pardon, sont intelligents. Voilà, ils trouvent toujours des moyens de tricher et d'essayer évidemment, de ne pas faire d'aller contre ça, contre le contrôle. En revanche, l'excès inverse, c'est que c'est vrai que quand on est très loin, il faut pas laisser les gens en totale autonomie, il faut être présent auprès d'eux. Et c'est un peu, moi j'aime bien l'image des enfants, c'est-à-dire que de leur demander tous leurs jours leurs notes, ça a l'air de donner l'impression qu'on ne pense qu'à une chose, c'est au résultat, donc ça crée une sorte d'ambiance différente. Mais ne jamais leur demander donne l'impression qu'on s'en moque et que le résultat n'a pas d'importance. Et dans le travail, de mon point de vue, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on veut arriver à ce que les gens soient motivés, il faut donner de l'importance à ce qu'ils font et à leur travail. Voilà. Et nous, dans les deux types de métiers qu'on pratique, il y en a qui ont pas mal de quotidien. On va dire, par exemple, les gens qui répondent aux clients. On en a beaucoup qui sont en remote. Et des gens qui ont un petit peu moins de quotidien, qui sont plus sur une notion de projet. Voilà. Donc plus développeurs qui sont en remote ou personnes qui font du marketing. Voilà, ils sont sur des projets un petit peu plus, on va dire, avec des timings un petit peu moins de quotidien. Mais dans les deux cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut qu'il y ait des projets, des objectifs et des timings précis. C'est un peu une banalité, mais c'est encore plus vrai dans des environnements donc de travail à distance. Parce que, en fait, les personnes, évidemment, s'ils sentent pas que à la fin, il y a un travail qui doit être réalisé, et ça peut se faire avec eux, hein, c'est pas forcément du tout imposé, c'est savoir pour quand ils peuvent le livrer et ensuite suivre ce qu'ils sont en train de faire, quoi, voilà. Et sur ces sujets, dans des moments où il y a la crise et que pendant la crise que l'on vit, on voit que on est obligé aujourd'hui, pour que les gens se sentent un peu en sécurité et aussi motivés, on a accéléré le processus, c'est-à-dire qu'on a encore plus qu'on le faisait avant, segmenté les projets. C'est-à-dire on a fait des projets qui aujourd'hui sont de l'ordre de plutôt une semaine, de 10 jours, avec un timing précis, avec des victoires chaque fin de semaine, voire chaque fin de journée, pour mettre du rythme et montrer que toutes les personnes, quelle que soit la partie de l'entreprise, ont des choses à amener et amènent des choses tous les jours, quoi, voilà. Et sur le contact, je finirai vite fait par ça, c'est qu'on se rend compte aussi que les gens ont des rapports différents, que on soit, moi je vois dans la partie développement, quand je veux avoir un contact avec la personne qui gère ça, je sens que si je l'ai une fois par semaine, ça va. Et si je l'appelle 2 fois, il se demande pourquoi je l'appelle. Et puis, il y en a d'autres qui ont un besoin d'un peu plus. Il faut vraiment être comme dans la vie. Et là, c'est pas du management à distance, c'est du management au direct. Il y a les mêmes soucis et il faut les prendre en compte dans les deux cas, quoi. C'est pas parce qu'on est en management à distance qu'on ne doit pas s'adapter aux gens avec qui on travaille. Donc, de poser des questions concrètement aux collaborateurs pour
pour chacun d'entre eux, savoir quel est le juste niveau de lien à avoir avec eux, c'est ça? Ouais, ou poser des questions si t'es dans une, ils ont des difficultés à te le dire, mais souvent ils te l'expriment. Voilà, donc je dirais que j'ai même pas besoin de poser de questions pour comprendre qu'ils vont le faire. Nous dans notre culture, il y a du ressenti, mais à la fin, faut pas hésiter en leur demandant. Et moi, ce que j'aime bien, mais ça marche pas avec tout le monde, c'est plutôt leur demander d'être à l'initiative du point. Voilà, ça marche très bien dans une culture sans crise. Aujourd'hui, on le fait un peu, je le fais un peu moins. C'est-à-dire que j'ai tendance à les organiser parce que justement les gens sont un peu comment dire, perturbés et leurs habitudes, ils voient pas que ça a vachement changé. Donc voilà, donc j'ai tendance à plus les entraîner à le faire que je le faisais avant. Top. Et je voulais revenir sur un point qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la transparence. On a bien compris que la confiance était au cœur du management chez Home Exchange et l'un des piliers de la confiance, c'est la transparence. Est-ce que tu peux nous dire, toi, concrètement, avec ton associé Emmanuel, en tant que CEO, qu'est-ce que vous partagez et à quelle fréquence en ce moment, en tout cas, enfin, dans la vie classique et particulièrement en ce moment? Alors, dans la vie classique, comme on disait, on partage donc tous les résultats, donc là, ça va de la trésorerie, des résultats, vraiment, il y a peu de choses pas transparentes. À la limite, les seules choses pas transparentes, c'est les salaires des personnes. Mais bon, moi, je serais assez pour qu'il le soit. Et nous, le nôtre est assez transparent puisqu'en fait, c'est une ligne dans le dans le BP. Donc, il suffirait de diviser par 2 pour comprendre. Donc, c'est pas compliqué. Mais sinon, on a énormément de transparence. Et je trouve que dans la période actuelle, c'est extrêmement important. Et donc, la transparence chez nous aujourd'hui, elle est de l'ordre de expliquer la trésorerie qu'on a au quotidien. Voilà. Tous les jours, vous partagez la trésorerie de la boîte. Quasi tous les jours, voilà, on sait, les gens savent et on l'a partagé pour ceux avec qui on est tout le temps en contact, ils le savent, et pour ceux avec qui on est un petit peu moins en contact, ils l'ont au moins une fois par semaine. Et sur les résultats du jour, donc toutes les ventes, parce qu'on a encore des ventes quand même, parce qu'on a un modèle d'abonnement qui nous permet d'être un peu protégé malgré le fait qu'on soit dans le tourisme. Pareil, on le partage tous les jours. On a fait un gros travail sur des scénarios et on les a partagés. Combien on allait perdre. Voilà, on a fait un gros travail sur justement l'étude des mesures. Donc, qu'est-ce que c'est que le chômage partiel? Donc, on a aussi été extrêmement transparent sur ce que ça voulait dire. Et à la fin, on a bien expliqué nos décisions qui étaient dans tous les cas, si on mettait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on n'a personne au chômage partiel, on payerait à 100% les personnes et qu'aujourd'hui, on était capable de le garantir jusqu'à telle date. Et on a aussi été extrêmement clair qu'on ferait une communication régulière pour pouvoir, parce que les gens comprennent qu'il y a de l'incertitude et que si on voyait, et aussi on est assez clair sur les critères, si on voyait qu'il y a des choses qui se dégradent, c'est-à-dire que si le confinement était annoncé jusqu'à la fin juin, on serait sans doute obligé de prendre d'autres types de mesures. Et toute cette clarté, cette transparence, en fait, les gens ne peuvent pas être motivés, de mon point de vue, s'ils n'ont pas la même compréhension que vous de ce qui est en train de se passer. Et il faut rien cacher. Donc aujourd'hui, par exemple, on pense qu'on va perdre tant d'argent et on est en train de regarder les mesures gouvernementales. Et on n'est pas en train de leur dire on cherche pas du tout ni à les protéger. On leur dit on est en train de demander tel prêt à tel endroit, on est en train de demander tel report, parce qu'on pense que c'est dans cette compréhension-là qu'ils vont nous faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Et ensuite, s'ils ont des questions, on est évidemment très ouvert, mais ça permet de vraiment mettre à plat toutes les sortes de fausses idées qu'on peut avoir sur les choses qu'on vous cache. Est-ce qu'on va se planter? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est ceci? Et grâce à ça, ça permet d'éviter toutes ces discussions et ça permet de rassurer sur le futur et donc de travailler sereinement, et d'être motivé. Top, super, super clair. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Je sais pas, Eugénie ou Jean-Marc, avant d'attaquer peut-être les questions de nos auditeurs, est-ce que vous voulez rebondir sur un sujet qu'a abordé Charles-Édouard? Moi, on est en écho total avec Charles-Édouard, aussi bien sur le reporting que sur la transparence, que sur ce qu'on appelle chez Parti Pris le management augmenté, parce qu'en fait, c'est ça l'effet de cette situation. On cumule le management à distance qui augmente le management et la situation de crise qui augmente le management. Donc, tout geste de management est augmenté dans ce qu'il coûte et ce qu'il fait percevoir à l'équipe de ce qu'on fait. Donc, effectivement, il y a des règles bien strictes à adopter plus que jamais, même s'il faut les adopter en temps normal. Et elles viennent d'être très bien rappelées dans l'expérience de Charles-Édouard. Donc, je trouve ça top. Génial. Merci beaucoup. Alors, Eugénie, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter. Sinon j'ai une question pour. Ok. J'ai une question pour toi, Charles-Édouard, juste avant de prendre
les questions qui ont pu nous être posées. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager aux entrepreneurs qui nous écoutent? Tu as le micro toujours qui est coupé. Le micro est coupé, Charles-Édouard. Ouais. Il y a 69 personnes qui te regardent sur les doigts. C'est moche qui t'arrive, Charles-Édouard. Tu as été hacké. On ne sait pas. Charles-Édouard. C'est coupé. C'est coupé. D'accord. Bon. Peut-être essaie de te reconnecter, de te déconnecter, de te reconnecter. Et on te refera venir sur scène. Et en attendant, peut-être, Eugénie Jean-Marc, je mets mes lunettes parce que maintenant j'ai plus de 30 ans et ça y est, malheureusement la vue baisse. Du coup, on va prendre les quelques questions. Ouais, il y a plein de questions. Voilà, il y a pas mal de questions. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a ce système de vote qui nous permet un peu de les prioriser. Première question, du coup, pour vous, Jean-Marc ou Eugénie. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a deux approches dans cette crise. Certaines entreprises sont encore plus dans la réunionnite aiguë. J'imagine donc à multiplier un peu les visios, les calls, etc. dans tous les sens. Et d'autres ont tendance à les limiter. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une super question. C'est une super question. Je pense que les collaborateurs, ils peuvent aussi se demander en ce moment pourquoi est-ce que on fait des réunions qu'on ne faisait peut-être pas avant. A fortiori, je pense qu'il y a certaines entreprises qui font, enfin, à contrario, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de mot, il y a des entreprises qui vont peut-être aussi réaliser qu'elles se voyaient un peu trop pour se voir. Parce que là, se voir dans ces nouvelles modalités, ça demande quand même de l'organisation, ça demande quand même des efforts. On est obligé de soigner la forme, la qualité de ce qu'on va dire, etc. Et donc, du coup, la réunion pour la réunion, elle risque d'en prendre un coup derrière les oreilles. En revanche, je redonne l'exemple, je pense qu'il y a des collaborateurs qui sont étonnés du fait qu'on leur demande plus de réunions qu'avant. Faut dire qu'avant, on leur en demandait peut-être pas beaucoup, mais oui, c'est nécessaire puisqu'on est là pour garder du lien. Enfin, je pense que tu veux peut-être compléter. Oui, c'est nécessaire, mais moi, j'aurais une tendance assez naturelle à essayer de m'adapter à l'équipe que j'ai. Il y a des équipes, même dans cette période-là, nos équipes, ce sont des adultes, les personnes. Donc, il suffit de leur dire aussi de quoi avez-vous besoin. Est-ce que vous avez envie qu'on se rencontre à quelle échéance, à quelle fréquence? Ils ont leur mot à dire. Soyons dans le collaboratif là-dessus. On a une belle occasion de le faire. Nous, on sait qu'on veut conserver le lien et ça, c'est notre objectif. Mais déterminer tous ensemble la fréquence qui nous semble être la meilleure pour pouvoir se retrouver est certainement encore probablement la chose la plus efficace. Merci beaucoup, Eugénie. Alors, Charles-Édouard, je crois qu'on t'a retrouvé avec le son. Tu me confirmes? Oui, je suis désolé. Super. Je suis désolé. Vous m'entendez? On t'entend parfaitement bien. Je suis désolé, je sais pas. Moi, j'ai perdu Charles-Édouard. Ah zut. Tu as perdu Charles-Édouard. Ok, Jean-Marc, toi, tu l'entends bien? Okay. N'hésitez pas dans le chat à nous confirmer que vous entendez bien Charles-Édouard, comme ça on. Je suis désolé. Parle pas dans du coup, tout est ok, parfait, on peut enchaîner. Charles-Édouard, donc je te posais la question parce que tu as un dernier conseil avant qu'on reprenne les différentes questions qui nous ont été posées à partager à nos entrepreneurs. Oui, si vous m'entendez. Tout le monde t'entend. Bon, super. Si vous m'entendez, oui, moi, mon conseil, c'est de ne pas oublier que dans l'entreprise, il y a des relations de travail et que nous, on le voit, on a une culture qui est très forte. Les gens, on passe beaucoup de temps ensemble, etc. Et en fait, il faut, dans ces périodes de confinement, il ne faut pas négliger cette partie-là, c'est-à-dire tout l'interpersonnel, tout le chose, et voir, moi, j'aurais tendance, c'est social et voire amical avec certaines personnes. Et c'est dans ces moments-là où on a tendance à être très focalisé sur le travail, les résultats, les objectifs, parce qu'on est tous un peu stressés, mais que en fait on néglige. Donc nous, on a essayé, en 2 mots puis je finirai ça, mais c'est de réorganiser la vie qu'on avait avant. On a essayé on peut pas donc faire des apéros ensemble, mais les gens les organisent. Donc on a créé une petite équipe, ce qui s'est créé d'elle-même d'ailleurs, parce que ça se fait un peu comme ça chez nous, qui organise la vie un peu sociale et amicale. Et chaque équipe a tendance à continuer, et on les encourage le plus possible à le faire, à essayer de générer ça. Il faut pas le négliger parce que c'est aussi, si c'est dans votre culture que les gens aient créé des liens, si vous négligez ça, vous allez juste vous focaliser sur le travail et ça va être de plus en plus dur de faire travailler les gens de façon motivée. Top, merci beaucoup, super inspirant. Je reprends une question, là je vois, qui a été votée 13 fois, donc très demandée, c'est autour du chômage partiel à distance. Je vous lis la question telle quelle, très compliqué pour chacun de se mettre à mesurer son temps de travail.
Pour autant, je n'ai pas le choix de leur dire de faire le minimum. Est-ce que vous auriez des conseils sur ce sujet, Jean-Marc ou Eugénie? C'est vrai que moi, je le vois, j'ai pas mal évidemment de lauréats et d'entrepreneurs au téléphone toute la journée et parfois, ils mettent leur équipe à 50%, à 20%. Et du coup, l'allocation du temps de travail et les frontières à mettre sont pas toujours évidentes à vivre déjà pour les collaborateurs et la communication entre le manager et le collaborateur par rapport à ce sujet n'est pas évident. Est-ce que vous pouvez nous éclairer éventuellement? Le rythme n'est pas le même. Surtout au long cours, même pour ceux qui sont habitués au télétravail et qui en font toute l'année, là, le rythme n'est pas le même. Donc, il faut arriver à convaincre les équipes de travailler différemment. Et c'est travailler différemment, c'est pas moins travailler, forcément. Entre ceux qui veulent à tout prix donner le change et ceux qui veulent surtout pas donner le sentiment que le télétravail fait qu'ils travaillent moins, tout le monde se fixe comme ça des contraintes. Au final, c'est dommageable parce que on est peut-être dans cette situation pour un moment, et donc il est vraiment important de prendre soin de soi. Et vous, en tant que CEO de vos entreprises, moi, franchement, je vous invite à parler de ces sujets avec vos collaborateurs et s'il faut même à vous fâcher un peu en leur disant non, tu dois couper entre telle heure et telle heure, tu dois. Enfin bon, je parle sous le contrôle d'Eugénie, elle gère aussi ça très bien. Voilà, je pense que la situation exceptionnelle, l'aménagement exceptionnel pour le coup. Et sur la question du chômage partiel, avec en effet la proportion, parce que c'est ça dont on parle, il y a probablement des gens qui sont plutôt à 30 ou 60 ou 70. Je crois que là, le rôle du manager est totalement majeur, c'est-à-dire que ça sera fonction des objectifs qui seront fixés. C'est-à-dire plus que jamais, moi j'ai bien aimé le mot de Charles-Édouard tout à l'heure qui disait il faut donner du rythme. Donner du rythme, donner du cadre. On est dans une situation, on est complètement déstabilisé où je rappelle quand même qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en télétravail ou en tout cas en confinement. C'est une situation inédite pour eux. Ils sont absolument pas organisés pour, donc ils ont complètement perdu leur repère. Moi, j'ai envie de dire plus que jamais, ne lâchons pas l'affaire en tant que manager, redonnons du cadre, redonnons des objectifs extrêmement précis et cadrons. Il suffit de cadrer. Alors oui, c'est à géométrie variable. Oui, c'est fonction des personnes. Oui, c'est fonction de l'organisation de chacun et de la situation de chacun. On rappelle quand même qu'on a des collaborateurs qui ont des jeunes enfants, d'autres qui sont seuls, d'autres qui sont seuls avec un enfant plus âgé. Bref, toutes les configurations sont différentes et en cela, elles méritent d'être traitées de manière différente. Donc oui, il va falloir faire du cas par cas, je pense, là-dessus. Et sur l'aménagement, parce qu'il y a une question qui est directement connectée aussi à ce thème-là, sur l'aménagement des horaires des uns des autres, on va dire, il n'y a pas de chômage partiel, on est censé travailler donc à temps plein. Comment est-ce que vous avez des recommandations là-dessus, ou toi, Charles-Édouard, je ne sais pas lequel d'entre vous. Nous, sur le chômage partiel, en fait, une des grandes difficultés, c'est, on le voit, c'est que, en fait, il faut arriver à relier deux choses, c'est le travail. Et ce qui est difficile, de travail qu'on pourrait appeler un peu structurel, qui fait que de toute façon, si on le fait pas maintenant, on aura de toute façon à le faire un peu plus tard. Voilà. Et le travail qui est un peu plus conjoncturel, c'est-à-dire le travail du quotidien. Et il y a des métiers qui sont plus structurels. Par exemple, quand le développeur, ils vont faire un travail qui va avoir un impact. Et si on le fait pas aujourd'hui, on sera de toute façon obligé de le faire demain et ainsi de suite. Donc ensuite, selon votre niveau de trésorerie, nous, on a décidé de continuer. Parce qu'on peut se le permettre, mais on pourrait très bien imaginer de dire que donc il y a ça. Et sur ceux qui font du conjoncturel, là on rentre dans un truc qui est vraiment compliqué, c'est que les gens se ressentent comme si on ne valorisait pas leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que si on met une partie de l'équipe en chômage partiel et pas les autres, en fait ça va pas valoriser leur travail. Et donc ça a l'air de dire que leur travail est moins important. Ça a l'air de dire que voilà, il y a plein de choses derrière. Et donc, en fait, ça, il y a un peu de pédagogie pour arriver à remontrer qu'il y a du structurel, du conjoncturel. Si vous avez moins de conjoncturel, il faut le faire. Et sur le reste, votre travail est super important. Vous êtes sur du structurel, vous préparez l'avenir. Et pour ça, il faut, ce qu'on disait, ce que nous, on a mis en place, c'est des projets qui sont assez courts et des projets qui sont structurants pour l'entreprise. Et faire travailler les gens en leur disant, est-ce que ce projet, tu penses que vraiment, si on le fait, on a vraiment avancé. Donc, je vous donne un exemple. Nous, on fait il y a du SEO, c'est des trucs qu'on met toujours en dernier puisque ça a un impact dans le long terme. Et là, l'équipe acquisition qui aujourd'hui peut pas faire de pub, elle a fond sur du SEO et on lui fait faire. Et c'est pas, elles travaillent au hasard, elles font 5 articles de blog, elles actualisent, je sais pas combien de pages. Et donc, c'est un travail très précis qui fait qu'on a des victoires parce qu'à la fin, on a fini de le faire. Et ça remobilise les gens sur quelque chose, mais elles n'ont plus leur travail conjoncturel. Voilà. Et pour conclure juste sur ça,
c'est qu'il y a un moment où nous, on n'en est pas là aujourd'hui, mais peut-être que quand on projette les projets qu'on a à faire, et c'est un travail qu'on leur a demandé de faire, c'est quels sont les projets qu'on a à faire, pas d'occupationnels, mais des vrais projets. Hein, on n'est pas en train de justifier de son travail. On est tous persuadés que votre travail est important. Et comment on les projette dans le temps. Et donc, avec nos scénarios, c'est que si ça dure 3 mois, si pendant 3 mois, il n'y a pas de reprise, eh ben, il faut étaler ces projets pendant ces 3 mois. Et donc, on arrive à déduire le temps de travail effectif qu'on va demander aux gens. Voilà. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des gens qui vont être, je pense, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui sont au chômage partiel, mais pas parce que c'est une raison économique, c'est juste qu'elles ont plus assez de travail et ça serait dommage de les forcer à faire de l'occupationnel, de se connecter, de montrer qu'elles sont sur Slack si elles ne travaillent plus, quoi. Mais c'est pas facile. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Jean-Marc, Eugénie, moi j'avais une question pour vous qui ressort aussi un peu dans les questions qui ont été posées. Et moi j'ai pas mal d'entrepreneurs, de lauréats qui me parlent de ces sujets-là. C'est que selon les collaborateurs, à la fois selon leur niveau d'expérience, de maturité du monde professionnel, donc par exemple entre un stagiaire et quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience professionnelle, et puis ceux qui, un célibataire de 25 ans seul chez lui, et puis une mère célibataire qui a 3 enfants et qui doit absolument tout gérer de A à Z et en plus gérer le boulot. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça en tant que fondateur, manager? Est-ce que vous avez des conseils à partager là-dessus? Je crois qu'on peut assez simplement, en fait, c'est ce qui nous arrive dans la vraie vie d'un manager. On manage des gens différents. On doit évidemment moduler son action managériale en fonction des situations, on le sait très bien, en fonction des personnes, de leur niveau de maîtrise, de leur niveau de maturité professionnelle. Donc là, on a effectivement tous les ingrédients. On a des contextes qui diffèrent, on a des niveaux de maturité qui diffèrent, on a des niveaux de maîtrise technique qui diffèrent. Donc je vais ne faire que rappeler ce qu'on dit toute l'année à un manager, c'est attention, faites très attention à bien identifier dans quel contexte se situe chacun et adressez-vous de manière personnalisée à chacun et menez une action managériale différenciée. C'est évident qu'un jeune stagiaire qui débarque à peine et qui a un niveau d'expertise qui, pour ainsi dire, quasi nul au sens faible, autant dire qu'on va l'accompagner d'une manière, alors en management ça porte un nom, hein, je fais référence au management situationnel qui est très connu, où on va être probablement plus directif au sens donner davantage de cadres, davantage de consignes, expliquer davantage ce qu'on attend de l'autre pour l'aider à mettre en place des actions. Pour d'autres personnes qui sont plus performantes, qui ont un niveau de maîtrise, un niveau de maturité, une autonomie supérieure, il est évident qu'on va donner et mettre en place une action managériale qui est beaucoup plus dans le dialogue, dans la participativité et laisser évidemment une large marge à l'initiative. Donc ça, je dirais que c'est le versant un peu technique. Et après, sur les situations personnelles des gens, là encore, on ne peut que rappeler une chose, c'est soyez à l'écoute de vos collaborateurs, tenez compte des situations tout en tenant compte, c'est toute la difficulté et la subtilité en action managériale, en tenant compte des préoccupations de l'organisation, des contraintes de l'organisation. Donc c'est finalement vous jonglez toute l'année et tous les jours avec ce savant dosage de je tiens compte d'une situation personnelle tout en garantissant la qualité du livrable par exemple, ou en tout cas et en étant bien en ligne avec les contraintes de l'entreprise. Voilà, donc c'est cette balance dans laquelle on est, quoi qu'il en soit, tout le temps. Merci beaucoup, Eugénie. Alors, peut-être une dernière question avant de conclure. On a une question, d'ailleurs, je vois que Charles-Édouard est en train d'y répondre. Je ne sais pas si c'est… C'est en gros, comment intégrer un nouveau collaborateur en télétravail, sachant qu'aucun lien n'existe avec l'entreprise avant son démarrage. C'est vrai qu'il y avait des process de recrutement qui étaient en cours, avec des contrats de travail qui démarrent. Comment est-ce qu'on gère cette situation, que ce soit avec un stagiaire, un alternant, un CDD, un CDI? C'est pas moi qui vais répondre parce qu'en fait, nous, on a eu la chance de ne pas avoir on n'avait que un stagiaire ou 2 stagiaires qui devaient arriver pendant cette période, au moment où ça s'est annoncé, etc. Donc, on a eu cette chance-là. Je sais pas trop bien y répondre. Moi, je crois que si on avait eu à intégrer des personnes, eh ben, on aurait fait comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un parrain, on a un système d'accueil, on a un envoi. On aurait fait la même chose, juste on aurait dû réfléchir comment l'adapter. Mais on n'aurait pas fait tellement différemment. On aurait recréé le lien un peu plus tard si on pensait que c'était important. Voilà. Mais nous, on a eu la chance de pas avoir quelqu'un qui devait arriver pendant la période.
je suis hyper heureux de cette chance-là parce que c'est vrai que ça aurait été très compliqué, quoi. Ouais, ça aurait été très compliqué. Jean-Marc. Voilà, mais voilà. Jean-Marc, je sais pas si Jean-Marc et Génie ont des meilleures solutions, mais c'est difficile, quoi. Il n'y a pas de solution. Nous, on l'a vécu. 48 heures avant le confinement, on intégrait une nouvelle personne. On s'est rendu compte que ça serait très, très difficile de la former à distance. On avait des opérations un peu compliquées à prévoir avec elle. On a conservé le recrutement parce que on était très content d'avoir trouvé cette personne. Et donc, pour l'instant, on est dans un entre-deux où elle ne peut pas concrètement produire réellement pour nous, même si elle participe quand même à des échanges en réunion notamment, mais où on ne peut pas encore complètement démarrer l'action. Donc, on est en train justement de réfléchir à ces questions-là avec Eugénie. Ça fait 15 jours, mais je pense qu'on va devoir agir et mettre en place un système comme celui que tu viens de décrire, Charles-Édouard. Merci beaucoup. Du coup, il est 11h pile. Juste le temps pour moi, du coup, de évidemment de vous remercier, Eugénie, Jean-Marc, Charles-Édouard, pour votre mobilisation ce matin. Nul doute qu'on refera des webinaires d'ailleurs sur ces sujets de management et bien d'autres. Donc, restez connectés au réseau de sociaux et newsletters de Réseau Entreprendre Paris. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et évidemment aussi prenez soin de vos collaborateurs. Merci à tous les trois et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci Ludovic. Merci Ludovic. Merci Charles-Édouard. Au revoir. Merci à vous. Ravi.